grand direct avec Jean-Charles Banoun. Bonsoir. 3 attaques terroristes en l'espace de quelques heures. Cela s'est passé ce matin en Cisjordanie. 3 Israéliens blessés, des terroristes abattus. Un scénario qui se répète quasi quotidiennement depuis exactement 100 jours désormais. Et voici d'ailleurs le bilan en chiffres de cette vague de terreur. 25 Israéliens tués, les 2 derniers hier, on va y revenir dans un instant. Vous le voyez également, 259 blessés et des attentats le plus souvent commis à l'arme blanche, 40 également avec des armes à feu, et puis ces fameux attentats à la voiture bélier, une quinzaine au total. Des incidents ont également éclaté aujourd'hui dans le camp de réfugiés palestiniens de Kalandia, d'où sont originaires d'ailleurs plusieurs des terroristes qui ont agi depuis hier à Jérusalem. Julia Ganancia. Les attentats anti-israéliens se sont succédés ce 24 décembre. Une tentative d'attaque à l'aide d'un tournevis s'est déjouée à Hebron en fin de matinée. Le terroriste palestinien âgé de 25 ans est touché par balle. Il succombe à ses blessures. Moins d'une heure avant, ce sont 2 gardes de sécurité en faction à l'entrée de la zone industrielle de la ville d'Ariel qui sont blessés au cours d'une attaque au couteau. Le terroriste palestinien âgé de 23 ans est neutralisé. En arrivant sur la scène du drame, on a identifié 2 jeunes blessés. Les services de secours donnaient des soins d'urgence à un blessé grave. Il a été touché à plusieurs endroits. Il y a une femme vigile qui a été blessée à la tête. C'est elle qui a tiré sur le terroriste et qui l'a neutralisé. Peu avant midi, un attentat à la voiture bélier se déroule à Kikar Adam, à l'entrée de Ramallah. Un militaire israélien est légèrement blessé. Les forces de sécurité présentes ouvrent le feu et le terroriste palestinien est tué. Nous avons identifié un véhicule de type Hyundai. Cette voiture s'est dirigée vers nous à notre base, ce qui ne nous a laissé aucun doute sur ses intentions. Nous avons compris qu'il s'agissait d'un attentat, alors on a tiré sur la voiture jusqu'à ce que le terroriste soit neutralisé. Le Palestinien qui a lancé sa voiture contre le checkpoint de l'armée israélienne était originaire de Kalandia, entre Ramallah et Jérusalem. Dans l'après-midi, les soldats israéliens entrent dans ce camp pour arrêter au moins 2 personnes suspectées d'être impliquées dans l'attaque. Ils sont visés par des tirs. Ils répondent. Des heurts éclatent. Un Palestinien est tué. Kalandia, c'est aussi de ce camp qu'étaient originaires les 2 terroristes de l'attaque de mercredi à Jérusalem. Une des victimes israéliennes avait été touchée par des balles perdues de la police qui visaient les terroristes. Ses funérailles avaient lieu ce jeudi. Quand j'ai appris la nouvelle, je suis tombée au sol et je me suis mise à pleurer, à implorer Dieu. Pourquoi ne t'es-tu pas sauvé? Pourquoi ne m'as-tu pas sauvé moi? Et pourquoi es-tu parti? Je t'enterre aujourd'hui. Une fille de 16 ans qui enterre son père, ce n'est pas normal. Depuis le 1er octobre, 24 citoyens israéliens ont été tués lors d'attaques terroristes en Israël et en Cisjordanie. Alors, on sera dans un instant en direct de Kalandia, au lieu des incidents aujourd'hui, mais avec nous et dans ce studio, Raphaël Jérusalemi, bonsoir. Vous êtes ancien officier dans le renseignement militaire de l'armée israélienne. 100 jours, et on a l'impression que ça peut continuer encore comme ça pendant très longtemps. Alors, d'après la Shabak et Tsahal, on est parti pour plusieurs mois. On avait espéré que le mouvement s'essouffle, faute de combattants. Or, il n'a pas l'air du tout de s'essouffler. Et la raison en est qu'il y a sur les réseaux sociaux et dans les réseaux de recrutement des salafistes, du Hamas et même de l'autonomie palestinienne, une recrudescence de l'activité pour encourager ces attentats désordonnés de fous qui ont l'avantage énorme de ne pas être décelables à l'avance. On ne peut pas savoir, comme pour une cellule terroriste, ce qui va se passer parce qu'il n'y a pas préalablement achat de matériel, contact avec des officiers supérieurs, et tentative de contact avec des autorités ou des cellules. Et donc, c'est vraiment des personnages isolés. Et l'investissement énorme à travers les réseaux sociaux, la propagande, porte ses fruits. Malheureusement, donc, l'évaluation, l'estimation de Tsahal, de la Shabak, on est parti pour plusieurs mois
avaler ce même plat avec cette même sauce de l'attentat du loup solitaire imprévisible. Alors on voit bien également que la plupart de ces terroristes qui sont très jeunes, ça c'est le point commun, mais viennent de partout aussi. À un moment c'était de Jérusalem-Est, là aujourd'hui bon, ça a été Calandia, parfois c'est d'autres villages de Cisjordanie, parfois même de villes israéliennes, de villes arabes israéliennes. Donc là aussi impossible de prévenir vraiment. Ah oui, il y a un côté mode, fashion, Facebook qui se développe. À mon avis, ça va dépasser bientôt, je suis même surpris que ça n'ait pas encore fait vraiment les frontières d'Israël. Je pense qu'on va avoir des têtes brûlées dans le monde entier maintenant. Mais évidemment, en Israël même, sur notre territoire, ça prend une ampleur regrettable. Ça devient une routine de l'horreur. Qui, je le répète, je le dis depuis le début, c'est un petit peu cynique de ma part en tant qu'ancien officier de renseignement, mais il n'y a là aucun danger stratégique pour Israël, il n'y a là aucun danger véritable, c'est juste terrible, horrible, un sale coup si vous voulez, mais à long terme, rien n'est menacé en Israël, à part une seule chose qui est très importante, et on l'a vu justement ce matin dans la zone industrielle d'Ariel, une des choses les plus graves qui puissent arriver, c'est de semer la discorde ou la méfiance là où il n'y en a pas. C'est-à-dire que ce matin, on a attaqué dans un endroit où Palestiniens, Israéliens travaillent ensemble depuis toujours, où il y a une bonne entente, et là, il y a eu un retournement de situation. Heureusement, je crois que la communauté d'Ariel a compris le problème et ne va pas limiter l'arrivée des travailleurs qui ont des permis. Mais il y a ce problème-là, c'est-à-dire avoir une méfiance à l'égard de nos amis ou de nos voisins palestiniens qui n'existaient pas avant parce que nous les connaissons bien. Et à force, tout d'un coup, évidemment, et je crois que c'est effectivement ce que cette propagande essaie d'encourager, c'est-à-dire, en fait, Abou Mazen et le Hamas ont tout intérêt à créer la zizanie, en fait, entre qui et qui ? Eh bien, entre les citoyens musulmans d'Israël et les citoyens juifs d'Israël qui, en fait, ne veulent pas de cette violence qui, en fait, coexiste très bien. Alors on va continuer de parler de terrorisme avec vous, Raphaël Jérusalemi, mais on va tout de suite se rendre à Calandia où se trouve Daniel Haïk, envoyé spécial, car c'est dans ce camp de réfugiés palestiniens. Bonsoir Daniel. Qu'ont eu lieu des incidents extrêmement violents. On peut même parler d'échanges de coups de feu aujourd'hui. Oui, effectivement, le calme est revenu ici au camp palestinien de Calandia après une après-midi particulièrement mouvementée. Ici, une après-midi au cours de laquelle on a recensé des affrontements sérieux entre forces palestiniennes, entre Palestiniens et forces de sécurité israéliennes, en particulier une unité d'élite de l'armée israélienne qui a mené une opération à l'intérieur de ce camp. 2 Palestiniens ont tiré en direction de ces soldats en blessant 2 soldats légèrement. Les soldats ont immédiatement riposté, tuant un Palestinien et blessant grièvement un second Palestinien. Il faut préciser donc cette opération de l'armée israélienne à l'intérieur du camp de Calandia s'est terminée, mais qu'au cours de la matinée, il y avait déjà eu plusieurs attentats. Vous l'avez probablement déjà mentionné, des attentats qui se sont produits dans la zone industrielle d'Ariel, à Hebron et également au carrefour d'Adam, à non loin de Ramallah. 3 attentats au cours desquels il n'y a eu que des blessés du côté israélien, mais les 3 terroristes palestiniens qui les ont commis ont été abattus par les forces de sécurité israéliennes. Alors pourquoi cette opération à l'intérieur du camp de Calandia aujourd'hui ? Bien entendu, les forces de sécurité israéliennes restent discrètes sur les motivations de cette opération, mais il faut tout de même remarquer que les 2 responsables de l'attentat meurtrier d'hier à l'entrée de la vieille ville de Jérusalem, qui a coûté la vie à 2 Israéliens, les 2 terroristes palestiniens responsables de cet attentat étaient originaires du camp de Calandia, et un des terroristes responsables d'un des attentats de ce matin était aussi originaire de ce camp. Il y a peut-être là une volonté de la part des forces de sécurité israéliennes, une volonté dissuasive d'opérer à l'intérieur pour essayer de dissuader d'autres Palestiniens de ce camp d'agir et de commettre des attentats en territoire israélien. Alors Daniel, on le disait, cela fait exactement 100 jours que cette vague d'attaques terroristes a commencé en Israël et en Cisjordanie, et on a l'impression qu'il y a une sorte de résignation au sommet même de l'État d'Israël, c'est-à-dire même le gouvernement Netanyahou semble résigné à subir encore cette vague d'attaques.
Oui, la nouveauté, c'est qu'apparemment même au sein du gouvernement, on est résigné. Les forces de sécurité israéliennes, Tsahal, le Shin Bet l'avait déjà dit à plusieurs reprises au cours des 2 dernières semaines, cette vague de terrorisme est là pour durer. On pourrait même parler d'une intifada des couteaux, dans la mesure où l'intifada, les 2 premières intifadas ont été prolongées dans le temps. Elles ont duré 3 ou 4 ans. Là, on est seulement dans 3 mois de vague de violence. Ce n'est plus une vague seulement, cela se prolonge. Et les forces de sécurité israéliennes ont bien des difficultés à essayer de déjouer des attentats de ces loups solitaires qui poignardent et commettent des attentats à la voiture bélier à l'intérieur du territoire israélien ou en Judée et Samarie. Mais elles soulignent, ces forces de sécurité israéliennes, que pour tout attentat qui a été concrétisé, eh bien, il y a plusieurs attentats qui sont déjoués. On n'en entend pas parler, mais il y a de nombreux attentats qui sont déjoués, en particulier grâce à la vigilance des forces de sécurité qui sont déployées massivement dans des villes comme Jérusalem et dans des zones à haut risque, comme par exemple le carrefour du Gush et Tzion. Mais il faut préciser effectivement qu'à défaut de pouvoir contenir cette vague de violence, eh bien, il est possible que les forces de sécurité israéliennes s'attellent actuellement à essayer d'éviter qu'elle ne dégénère, que l'on passe à un palier supplémentaire, avec peut-être tout faire de la part des forces de sécurité israéliennes pour éviter, par exemple, que l'on se retrouve dans une vague d'attentats suicides comme au moment de la seconde intifada. Et c'est probablement ce que les forces de sécurité essayent de faire. On l'a vu hier avec le démantèlement d'un réseau terroriste du Hamas, 25 terroristes du Hamas qui ont été arrêtés par les forces de sécurité israéliennes. Et l'opération donc aujourd'hui à Kalandia peut-être s'inscrit dans cette même politique de la part des forces de sécurité israéliennes. Merci Daniel Haïk, en direct donc de Kalandia. Vous parliez effectivement de cette cellule du Hamas démantelée hier, dont l'annonce a été faite hier. Eh bien, on en sait un peu plus sur ceux qui pilotaient ce réseau terroriste depuis la bande du Gaza, et cela peut remonter effectivement très haut au sein de la hiérarchie même du Hamas. Mathias Inbar. Qui se cache derrière ce laboratoire d'explosifs découvert par les forces de sécurité israéliennes et cette cellule de 25 membres du Hamas démantelée? À en croire les services de renseignement palestiniens, le cerveau, le voici. Fatih Hamad, l'ancien ministre de l'Intérieur du Hamas dans la bande de Gaza. Ce dernier réside toujours à Gaza. Il est qualifié d'incontrôlable par les Mukhabarat palestiniens. Il est surtout accusé d'avoir fomenté ce plan d'attentat suicide et cette vaste cellule sans l'accord du bureau politique de l'organisation. Alors s'agit-il d'un changement de stratégie de l'aile militaire du Hamas? On peut se poser la question, dans la mesure où Fatih Hamad fait partie de ce groupe appelé Division Cisjordanie, composé, créé et fondé par d'anciens prisonniers du Hamas expulsés vers la bande de Gaza après l'accord Shalit. Pour la plupart, ils sont responsables d'avoir planifié des attentats à suicide pendant la seconde intifada. Ce sont eux qui ne cessent d'essayer d'enflammer la Cisjordanie depuis le lancement de cette intifada des couteaux en octobre. Et pour l'heure, un seul attentat a véritablement été planifié et réalisé par le Hamas, celui du meurtre du groupe Laïnkin. La découverte de cette cellule pourrait ainsi marquer un tournant dans la lutte antiterroriste menée en Cisjordanie. Autant l'armée israélienne que le Shabak avaient déclaré que la vague de terreur allait se poursuivre et pourrait même s'intensifier avec des attentats suicides. Ce game changer que redoutent toujours les services de sécurité israéliens. Alors, on y revient avec vous, Raphaël Jérusalemi. Votre sentiment, à vous, c'est quoi? C'est que le Hamas, aujourd'hui, veut vraiment passer un degré supplémentaire dans la violence anti-israélienne? Tout à fait, mais il n'est pas le seul. Précisons-le d'emblée. Nous allons voir pourquoi le Hamas veut changer de vitesse, mais dans l'ensemble, tout le monde essaye de récupérer cette intifada des couteaux. Tout le monde, ça veut dire les salafistes, Daesh, le Hamas, mais aussi Abou Mazen et l'autonomie palestinienne. On en veut pour preuve le fait que Abou Mazen a dénoncé, a aidé en fait Israéliens à mettre la main sur les cellules du Hamas qui opèrent en Cisjordanie. Mais pourquoi l'a-t-il fait? Parce qu'il a donné lui-même les mêmes ordres aux brigades des martyrs El-Qassam, qui sont ses troupes à lui. Elles ont exactement les mêmes instructions que le Hamas a donné à ses troupes en Cisjordanie, c'est-à-dire commettre des attentats suicides contre des cibles israéliennes en Cisjordanie. D'où il faut toujours se méfier du double langage Abou Mazen. Donc d'une part dénonçant le Hamas,
coopérant donc avec les autorités israéliennes, ce qui est très bien, et d'autre part, il veut affaiblir le Hamas, évidemment, plus il donne les mêmes ordres à ses propres troupes souterraines pour attaquer les Israéliens. Alors donc, tout le monde essaye de récupérer ce mouvement. C'était le cas de la première intifada, d'ailleurs, un mouvement spontané qui n'ont pas vraiment commandé ou ordonné, et que maintenant ils essaient de récupérer. Alors le Hamas est le premier intéressé, pour sûr, parce que d'abord, il veut affaiblir le gouvernement de l'OLP d'Abou Mazen. Ensuite, il est en concurrence avec le Daesh et les mouvements salafistes qui demandent ces attentats. Il essaye aussi de déstabiliser les relations entre les Israéliens juifs et arabes, et donc, comme on l'a vu ce matin à Ariel, c'est-à-dire d'obliger Israël à durcir ses positions, à interdire par exemple à des Palestiniens tout à fait honorables qui viennent travailler ici avec permission depuis des années de ne plus venir, ou de rendre plus difficile les contrôles quand ils viennent travailler. Donc mettre de l'eau dans le gaz entre nous et les Arabes. Ensuite, c'est provoquer les extrémistes juifs, parce que lorsqu'il y a des attentats professionnels, on ne parle plus de couteaux. On l'a vu, les attentats des cellules comme à Abu Dis à Jérusalem, ce sont des attentats à la bombe, ce sont des attentats avec des armes à feu. Et là, ça crée tout de suite une réaction auprès des extrémistes israéliens orthodoxes, Tag Mechir, et qui vont attaquer une maison arabe au hasard, et là crée évidemment un embarras total pour nous dans le monde et moral pour nous-mêmes. Et puis, dernière chose, l'argent. Lorsque le Hamas opère de cette manière-là, il reçoit de l'argent du Qatar, mais aussi de l'Iran, qui en a tout d'un coup beaucoup, puisque les sanctions sont petit à petit levées après l'accord nucléaire. Et il y a beaucoup d'argent qui traîne au Qatar et en Iran, et que les salafistes, le Hamas et les Palestiniens cherchent à soutirer. Pour obtenir cet argent, il faut marquer des points, il faut montrer qu'on a fait quelque chose. Faire quoi? Tuer des juifs. Merci, Raphaël Jérusalemi, ancien officier dans le renseignement militaire de l'armée israélienne.